Bonsoir. Bienvenue à tous à l'Université pour tous, justement, sur les arts du cirque. Voilà, nous sommes sur la deuxième partie de ce cycle. Nous avons le plaisir de recevoir Nikolaos et Elefthérios. Je me permets une petite information. Demain, sur le parvis de la médiathèque, nous proposons une animation pour tous les publics. Tout le monde vraiment est bienvenu, du plus petit au plus grand. Voilà, d'initiation au cirque avec le plus petit cirque du monde. On sera sur le parvis s'il y a du soleil. S'il pleut, on viendra ici. Voilà, on peut apprendre à jongler, faire de l'équilibre et tout ça. Oui. J'espère que vous viendrez nombreux. Entre 14h30 et 16h30. Oui, vous venez avec plaisir. Merci et très bonne conférence. Merci d'être là. Je m'appelle Nikolaos. Je suis clown et jongleur. Voilà, je suis clown et jongleur. Je suis acrobate. Donc, l'université pour tous, c'est des acrobates qui font normalement des pompes et des tractions, qui racontent des choses. J'ai une conférence qui s'appelle Jongleur, point d'exclamation, et c'est en fait un spectacle. Mais ce spectacle ne rentre pas ici. Du coup, on m'a demandé de parler sur le cirque, et j'ai pris ce prétexte pour réfléchir sur quelque chose, et je me suis pas mal amusé là-dessus. Mais du coup, ce n'est pas un spectacle. C'est bien pour moi parce que j'ai moins peur. J'ai moins peur de vous, et je n'ai pas besoin de faire l'acteur. Une conférence que j'aimerais vous raconter quelque chose qu'on pourrait dire, c'est le cirque à Bagneux à travers l'exploit et le rire. À travers l'exploit et le rire. Je réfléchis là-dessus. Je me suis dit, la semaine dernière, vous avez vu Jean-Michel Guy qui vous a raconté des choses sur le nouveau cirque. Je suis venu en 87, 1987, j'ai arrêté mes études à Cologne pour commencer à faire l'école du cirque de Chalon-sur-Marne. C'était le nouveau centre national des arts du cirque en 87. J'étais un petit peu au début de cette aventure où on a sorti le cirque de l'agriculture, me mettre dans la culture avec ce projet pédagogique. Je suis un petit peu un résultat de cette école. Et comme maintenant on fait le nouveau cirque pour le théâtre, il y a une diffusion dans tous ces étrangers encore un qui reste en France parce que c'est une exception française. Donc s'il y a encore un Allemand qui débarque ici à Bagneux, c'est grâce à Chacla. Vous êtes le bienvenu. C'est gentil, c'est gentil. Donc il y a un cirque, un nouveau cirque qui va être à Bagneux. Vous avez entendu sur le nouveau cirque, vous avez beaucoup entendu sur ce bâtiment magnifique, comme sorte d'origami, très beau ce bâtiment. Moi je suis le parrain du plus petit cirque du monde. Donc j'aimerais vous raconter un petit peu ce que je pense qu'il doit se passer, ou ce qui se passe à l'intérieur de ce cirque. Qu'est-ce que ça veut dire de faire du cirque? Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire de faire du cirque? Et pour que je ne me perde pas, il faut que je reste dans mes notes. Donc, je me suis dit, voilà, ce beau bâtiment qui va être plus haut que l'église de Bagneux et qui va être là, à quoi ça sert de monter aujourd'hui un cirque, un bâtiment de cirque de plusieurs millions? Si je construis un parking, je sais à quoi ça sert. C'est pour garer des voitures. Si je construis une école, je sais à quoi ça sert. C'est à éduquer les adultes. Si je construis une poste de police, je sais à quoi ça sert. À punir les méchants. Si je construis un centre commercial, je sais à quoi ça sert. Ça sert à acheter des trucs. Voilà, acheter des trucs. Ou par exemple, un autre centre commercial, c'est pour acheter encore des trucs. Non? Ou encore un autre centre. Je sais à quoi ça sert. Mais à quoi ça sert? Un cirque ne produit rien. Ça sert à rien de monter un cirque. Voilà, j'aimerais le dire au départ, ça sert à rien. C'est absurde de monter un cirque avec beaucoup d'argent. C'est aussi absurde que l'idée du plaisir que j'éprouve d'être sur le monde. C'est complètement absurde de sauter en l'air, faire une cabriole par la pure joie d'être sur le monde. C'est aussi absurde que l'odeur en ce moment des acacias, c'est incroyable. Mais c'est absurde, ce plaisir-là. C'est absurde, voilà, c'est absurde. Mais bon, le chantier a démarré.
Il y aura donc ce cirque. Il faut bien trouver quelque chose. Donc, commençons un petit peu là où le cirque va se construire. Le cirque va se construire dans la cité. Non, dans la cité qui est banlieue sud, banlieue en Île-de-France, en France, qui se trouve en Europe, qui se trouve dans l'hémisphère nord de notre planète, et notre planète chauffe. Il chauffe notre planète, il chauffe, il y a des problèmes, il y a des tensions. Il y a des tensions, il y a des problèmes, ça chauffe, il y a du chômage. Il y a du chômage, il y a des problèmes dans le monde, il y a le chômage en France, il y a le chômage partout, il y a le chômage dans la cité. Les tout petits commerces ont disparu. On n'a plus besoin des petits commerces. C'est fini. Le monde change. On n'a plus, on va y arriver. Il n'y a plus besoin des ouvriers, c'est fini. On n'a plus besoin il n'y a plus besoin des journaux, le papier, l'imprimé, c'est fini. C'est maintenant les ordinateurs. Non, on n'a plus besoin, dans une proche avenir, on dit que 90% de tous les travaux, de toutes les choses que les hommes font, on n'a plus besoin. Donc, en gros, on peut dire qu'on n'a plus besoin, l'homme, tous les hommes, toutes les femmes dans le quartier, on les a plus besoin. Les enfants, on les a plus besoin. Les étrangers, surtout, il faut les renvoyer. Plus besoin. 90% de tous les travaux qui vont disparaître, de tous les boulots qui vont disparaître, 90%. Donc, il faut éliminer 90% d'ici pour que les 10% restent à peu près pénins. Tout le monde, l'homme n'a plus besoin de lui-même. L'homme est de trop de lui-même. Et du coup, l'homme a la trouille. Il a la trouille. J'ai la trouille de perdre mon boulot. Et voilà, je suis maintenant dans la situation dans la cité. J'ai la trouille de perdre mon boulot. J'ai la trouille de mon voisin, non? Surtout, j'ai la trouille du chien de mon voisin, non? J'ai la trouille de descendre. J'ai trop de prendre le métro, j'ai peur. J'ai peur de mon voisin. J'ai peur d'aller prendre le métro, le RER. J'ai peur. Tellement j'ai peur que je me mets en colère. Tellement j'ai peur que je deviens complètement déprimé. Tellement j'ai peur que je deviens malade. Je suis malade. Donc je suis malade dans la cité. Malade. Et maintenant, dans cette cité, il y aura un cirque. Très beau cirque de 30 mètres. Et dans ce cirque, j'aurais envie de dire, dans ce cirque, il y avait un vieux clown. Pas dans ce cirque, puisqu'il n'est pas encore là, mais dans le cirque, il y avait un vieux clown. Au début de l'aventure de Chalon, en 87, cette école est basée sur des vieux artistes du cirque, sur les gens du théâtre, avec le théâtre de Châteaucourt. Et donc, il y avait un vieux clown qui s'appelait Francesco Caroli, que j'ai beaucoup questionné sur plein de choses. Et j'aimerais vous faire entendre la voix de Francesco Caroli, qui était convaincu que toute sa vie, il était poursuivi par la chance. Il avait la chance. C'est un montage où on entend la voix de Francesco Caroli dédoublée, parce qu'on a juste que vous faire entendre le vieux clown qui est dans le cirque. Alors, Amandine, c'était... Alors, Francesco Caroli, il était convaincu qu'il était poursuivi par la chance toute sa vie. Quand il était tout petit, il était le tout petit des trois frères, et qui le frappait toujours. Il a trouvé un endroit sous l'armoire où les frères ne pouvaient pas l'atteindre. Et il dit, c'est là où j'ai commencé à observer le monde. Et le regard du bas, c'est le regard du clown. Il était poursuivi par la chance, et puis il était... ça marche? Oui, ça marche. Je suis obligée de faire d'allumer le vidéoprojecteur. En fait. D'accord. Je ne pensais pas, mais... Oui, c'est bon. Je t'ai allumé comme tout à l'heure. Il a de la chance d'être poursuivi par la chance. Mais oui. Ah. Il était dans toutes les... en Allemagne, coincé pendant la guerre par les Allemands. Avec... Il est né en quelle année? Oh, je
peux pas vous dire. Je peux pas vous dire, je sais pas. Il est mort à 83. Il avait 83 ans, à la fin. Et il est mort il y a 7-8 ans. Mais je n'ai pas la notion du temps. Est-ce qu'il y a beaucoup de cirques en Allemagne? Je ne sais pas. Je ne connais pas, en fait. Je suis parti il y a 30 ans. Ah, d'accord. Et il n'y a pas... Il y a peut-être des cirques traditionnels, mais il n'y a pas ce mouvement de nouveaux cirques qu'on réfléchit sur... il n'y en a pas. Il y a les cabarets, mais il n'y a pas ça. Pour ça, il n'y a pas le cirque dans le théâtre. Pour ça, je suis ici. Il y a quelques festivals, ça reste marginal. Donc, je suis jamais chez moi. Peut-on parler de cirque sans l'introduction des animaux, c'est-à-dire sans avoir besoin d'animaux? On peut parler sans les animaux, ou on peut parler avec les animaux. Il y a des gens qui disent sans les tigres, je ne vais pas au cirque. Pour eux, c'est comme ça. Sans les jongleurs, on n'y va pas et sans les clowns non plus. Eh oui. Alors, tout à l'heure, on a entendu, j'avais tellement envie que vous entendiez ça, mais c'est pas très important. Et là, ça n'a pas l'air d'être joli, hein, qu'est-ce qui se passe? Pas de chance. Ah, pas de chance. Désolée, pour l'instant, ça marche pas, ça marche très Donc, bien. tant qu'on va l'éteindre. Donc Francesco Caroli qui c'est dommage, parce qu'il faut vraiment l'entendre. J'ai fait des... On va l'éteindre. Ah, vous êtes sûr? D'accord. Oui. Ok, vous auriez pu lâcher un peu, mais... Ah non, alors, c'est cher. J'ai fait des interviews avec des vieux gens du cirque et quand j'écris sur mon... Je transcris ce qu'ils ont dit souvent, quand je l'ai relu, c'était pas très bien, ça sonnait un petit peu pathétique. Par contre, quand on entend la voix, c'est plus pathétique du tout, parce qu'on est porteur de notre histoire, et quand on voit les Francesco Caroli, qui ne savaient ni lire ni écrire, c'était très touchant de l'entendre. Et il avait cette distance, dont je parle tout à l'heure. Mais Francesco Caroli disait, dans le cirque, il y a le danger. Et là où il y a le danger, il faut absolument le respect. Et le respect, c'est quoi? C'est l'amour. Donc, cette personne qui savait ni lire, écrire, il dit en 3 mots, comment le cirque fait face à la peur. Comment le cirque, avec le respect. Et ce respect, donc, dans le cirque, il y a le danger. Et là où il y a le danger, il faut le respect. Et ce respect est né de cette générosité qui est déjà là. Parce qu'il fait partie de l'amour. Voilà, il dit comment le cirque fait face aux peurs. Et il fait face aux peurs comment? Avec l'autre. Il y a un danger qui est plus grand que moi. J'ai besoin d'un copain qui tient la longe. J'ai besoin d'un copain qui est là. Mais de l'autre côté, si moi, je suis là pour l'autre. Parce qu'il y a un danger que je vais faire, parce que je suis là, pas par le respect. C'est pas, oh, il faut tenir la longe. Non, je suis là parce que c'est né de cette générosité propre à l'amour. Et je trouve ça très très beau. Donc, le cirque agit par sa nature sur les problèmes de l'attention, sur le problème du déprime, sur le problème du chômage, parce qu'il agit sur la peur. Voilà. Et comment il agit sur la peur? Ben, pas seulement avec l'autre, mais aussi avec son corps. Donc, avec son corps et les choses élémentaires, la trouille de la mort, le plaisir, les choses élémentaires, on ressent avec le corps. Donc, le cirque, il est au cœur du problème avec son corps. Et il arrive, pas seulement, il arrive à vaincre, à faire un pied de nez à l'autorité suprême de notre monde, et qui est la gravité. Échapper à la gravité et échapper au temps. Et il y a un penseur allemand qui s'appelle Walter Benjamin, et qui dit des choses très jolies sur le cirque. Et il dit, dans le cirque, il y a la réalité qui a la parole, pas le faire semblant. La réalité qui a la parole.
pas de faire semblant. Il dit, il est toujours plus probable dans le théâtre qu'un homme demande son programme à son voisin pendant Hamlet poignarde Polonius sur scène, qu'alors que l'acrobate fait le double saut de la coupole du cirque. La réalité qui a la parole de ce qui est dans un autre moment, il dit le plus stupide peut voir à quel point on est plus proche de l'essentiel quand on voit ça. Le plus il dit, hein. Donc, quelle est cette réalité du cirque? Quelle est cette réalité qui constitue le cirque? Si on doit réduire le cirque en 3 mots, je dis il faut qu'on peut le réduire sur 2 choses, sur le rire et sur l'exploit. Sur le rire et l'exploit. Et je vais vous dire que ces 2 choses, on va voir pourquoi il faut le mettre ensemble, le rire et l'exploit. Et voilà, 2 attributs de vertus, de piliers, le rire et l'exploit. Et c'est quoi d'abord l'exploit? C'est un geste osé qu'on appelle le saut périlleux. Le saut périlleux, donc un geste périlleux, un geste dangereux, et un geste que je fais avec mon corps. Et pendant la Révolution française, l'acrobate était une sorte de symbole de la Révolution. Pourquoi? Parce qu'il était avec son corps capable à tout faire. Pas avec les privilèges du roi, avec son corps. Non, non, avec son corps. Et le saut périlleux, ça c'est... Bon, ça va, on va revenir plus tard. Oui, parce qu'on va trouver quelque chose d'autre si vous voulez, le dépannage. Oui, plus tard, peut-être. On va trouver l'endroit pour comprendre la voix. Le geste de cet exploit, le saut périlleux, le salto, c'est un geste complexe, compliqué, difficile. Il faut beaucoup de temps pour faire un salto, et ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, passer beaucoup de temps, avoir besoin beaucoup de courage, beaucoup de temps pour faire un geste qui ne sert à rien, est quelque chose de subversif dans une société où il faut produire des trucs. C'est la base de notre société, d'être productif, c'est principe économique qui consiste de foutre le moins possible pour obtenir quelque chose, non? Dans le cirque, à travers ce salto, je suis dans le contraire, de dépenser beaucoup d'énergie et rien obtenir. Donc c'est absurde, c'est un geste qui produit rien, le cirque ne produit rien, le cirque ne sert à rien, le salto, c'est un geste qui ne sert à rien. Il est nécessaire pour nous de manger, non? Il faut manger, sinon on meurt. Mais il n'est pas utile, nécessaire de passer des heures de faire un bon repas. Il est utile de s'habiller, non, pour se protéger. Mais il n'est pas utile, il n'est pas nécessaire que ça soit aussi joli que vous, madame, que ça vous va bien. Hein, ça c'est une sorte de gaspillage d'énergie au niveau écologique, c'est pas bon. Voilà, il est nécessaire. Il faut dormir pour se reposer. Mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile de rêver avant de m'endormir. Demain, je vais faire un truc. Ça, c'est pas. Il est nécessaire de se reproduire, pour la protection de l'espace. Mais il n'est pas nécessaire de passer des heures de faire ça. Il est nécessaire, parfois, il est utile. Il est important de marcher et aller quelque part. Mais il n'est pas nécessaire, il n'est pas utile de danser. Ça ne sert à rien. C'est une dépense d'énergie qui ne sert à rien. Donc, on appelle tout ça qui dépasse le purement nécessaire, le écologiquement, le plus pur, on appelle ça la culture. La culture, c'est toutes ces choses qui ne servent à rien. Si on enlève, s'ils sont soustraits à toutes ces choses, le purement nécessaire, tout ce qui dépasse le nécessaire, on arrive où? À la tristesse. À la tristesse, on arrive à Afghanistan chez les talibans. On interdit la couleur. Ah, on interdit la musique. Ah, on interdit la danse. Ah, on interdit les femmes. Vous ne serez pas là. Et on arrive en Corée du Nord, où ce qu'on imagine, ce qui est la Corée du Nord. Donc on enlève tout ça. Et la beauté et la joie font partie de l'amour, donc c'est... Oui, c'est ça. Voilà. Donc ce salto, exactement, ce salto est un geste culturel.
un geste culturel. Dans la vie, dans le cirque, il y a le danger, face au danger, il faut le respect, l'amour. Donc, l'origine de ce geste inutile, c'est cette générosité qui vient de l'amour. Donc, on est proche de l'humanité, et à l'autre bout de l'humanité, qu'est-ce qu'il y a à l'autre bout qui sert à quelque chose qui est efficace, qui n'est pas de gaspillage, c'est les chambres à gaz. C'est pas un gaspillage. Les chambres à gaz n'en sont pas, c'est efficace. Donc, je le dis parce que je suis allemand et parce que vous allez voir pourquoi il faut lier l'exploit au rire. Si l'exploit n'est pas lié au rire, l'exploit, on va y revenir, il est lié à celui qui est plus fort que l'autre. Et là, on est tout de suite dans un problème. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Cette belle question d'Anton Tchekhov, je ne trouve pas... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Le saut période, c'est un geste qui ne sert à rien, mais ce n'est pas pour autant qu'on puisse le faire à moitié. Si je fais un salto, et je fais la moitié, je tombe sur la tête. Donc, il faut être engagé. Il faut être engagé. J'aimerais bien faire une petite parenthèse sur l'engagement. Il y a une dizaine d'années, j'ai fait une intervention dans la prison de Fleury-Mérogis avec des femmes. Et j'ai travaillé pendant 3 mois. Il y avait une femme de la plus profonde psychiatrie qui arrivait. Et au bout de 3 mois, elle était transformée. Elle était très, très transformée, et je suis rentré au bout de 3 mois, et les psychologues et les médecins, ils m'ont dit « Mais vous êtes formidable », et je me sentais formidable. Je suis rentré chez les biens, et les méchants sont rentrés chez les méchants. Et après les grandes vacances, cette dame, elle m'a écrit une lettre. Elle m'a écrit une lettre, elle m'a écrit « Ce que tu vas entendre là, jamais personne l'a entendu ». Elle m'a raconté ce qu'elle a fait, comment elle a fait un crime indescriptible. Indescriptible, minute par minute. Et elle finit la lettre en disant tout à l'heure, je voulais pour la préparation de reprendre cette lettre, et j'avais la trouille. J'avais dans la main et j'avais la trouille de le relire. Et elle finit avec cette phrase qu'on retrouve « Qu'est-ce que je dois faire ?» Elle dit « J'aimerais tellement les réparer, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Et moi, du coup, je me suis dit « Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire ?» Donc, c'est cette question philosophique que Kant dit, le champ de la philosophie, se laisse réduire sur 3 questions. Qu'est-ce que je peux savoir? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui m'est permis à espérer? Qu'est-ce que je dois savoir? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une question. Et moi, je me suis dit, qu'est-ce que je dois faire quelque chose? Donc, j'ai vu ma voisine qui s'engage pour Amnesty International. Une dame de 70 ans qui s'engage pour Amnesty International. Mais seulement, je me suis rendu compte que tous les enfants de la cour avaient peur de ma voisine qui s'engage pour Amnesty International. Parce que cette dame, elle pestait contre le monde. Elle n'aimait pas les enfants. Elle haïssait les enfants. Elle haïssait tout le monde. Elle était amère. Et elle empoisonnait le monde avec cette amertume. Donc je me dis, comment faire? Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un écrivain italien, Antonio Tabucchi, qui parle sur l'engagement. Et à un moment, il dit j'appelle un écrivain engagé quand il écrit quelque chose qu'il ressent vraiment. La foi. Voilà. Et si quelqu'un éprouve un besoin intérieur d'écrire sur une lumière de dimanche à Paris, il faut écrire sur cette lumière de dimanche à Paris. Si par contre cet écrivain s'oblige, parce que c'est à ce moment-là la chose la plus vraie pour lui, s'il s'oblige d'écrire sur la guerre du Liban, à l'époque que j'ai lu ça, c'était la guerre du Liban avec Israël, il écrit quelque chose qu'il ne ressent pas vraiment. Il s'oblige, il ne dit pas la vérité, il n'est pas engagé. Donc, je pose la question un petit peu autrement, je la posais autrement pour moi. C'est pas qu'est-ce que je dois faire, mais comment je dois faire ce que je fais. Comment je dois faire ce que je fais. Et j'aimerais vous montrer quelque chose.
Je refais. Ça tombe. Je reprends. Là, vous jouez avec l'atome. C'est pas mal, ça tombe. Depuis 10 ans, je travaille ça. Depuis 10 ans, depuis j'ai lu la lettre, je travaille exactement ça. C'est la dissociation entre l'équilibre et le jonglage. Je n'ai aucune chance de l'apprendre. Je me prends 5 minutes presque tous les jours, et normalement ça fait la balle, il repart dans les 5, et il repart directement sur le front. De le 5 direct au front. J'arrive quand même. Bravo. Et ça tombe. Donc, depuis 10 ans, je travaille ça tous les jours et je n'ai pas le droit de m'énerver. Au contraire, je dois éprouver une joie de vivre. Ce qui n'empêche pas. Et je me suis dit, si je fais ça bien, je vais sauver la fille qui s'est suicidée. Finalement. Donc, regardez bien cette idée de l'exploit. Ça tombe et je recommence. L'idée, c'est de cette idée de l'exploit, le travail autour de l'exploit du cirque, c'est travailler. L'art du cirque, en fait, c'est l'art de recommencer. C'est l'art de... Ça s'appelle le mythe de Sisyphe, quoi. Comment? C'est le mythe de Sisyphe, non? Le mythe de Sisyphe, oui. Et la liberté de refaire, exactement. Exactement. La liberté de refaire. C'est comme un petit peu la journée. Tous les jours, je me lève avec le courage, l'art de recommencer. Et on va en parler avec... Ça tombe et je recommence. Et l'art du cirque, c'est aussi l'art... Les gens du cirque, ils travaillent toujours. Et on va revenir à ça aussi, à l'enfance. Je suis toujours dans quelque chose que je ne sais pas faire. L'art du cirque, c'est l'art de rater. Je travaille quelque chose et je ne sais pas faire. Toujours je suis dans un truc que je ne sais pas faire. Et quand je ne sais faire, je ne sais pas faire. Et le jour où je saurai faire, ben je vais faire autre chose. Je vais essayer sur un bras. Donc, l'art du cirque, c'est les gens du cirque qui perdent la peur de rater. Et ils comprennent que même le rater, cet état de rater, c'est même la condition de développer. Et finalement, l'art du cirque, c'est un art de l'instant. Tac, tac, tac. C'est des choses très courtes. C'est d'être avec son corps dans l'instant, d'être avec son corps dans l'instant, d'être avec son corps. Tac, tac. C'est pas mal, hein? Bravo. Où sont les mots? Je suis complètement aveugle. L'art de recommencer, faire l'expérience de ne pas arriver, voilà, faire l'expérience, perdre la peur de rater, et l'art d'être dans l'instant. Et finalement, l'art de l'exploit dans le cirque renvoie sur cette petite réaction qui était là, bravo, sur l'admiration. Sur l'admiration, mais attention, comment admirer? C'est très important, comment admirer? Je reprends l'exemple du salto dans le cirque, le salto sur le fil. Vous avez déjà vu le salto sur le fil? Pour moi, c'est le truc absolu. Si on voit un acrobate sur son fil, il cherche l'équilibre avant de partir. Il cherche l'équilibre, et c'est juste avant de partir, il y a un moment où les bras vont arrêter de bouger. Sinon, il ne peut pas partir. Comme il est toujours en déséquilibre, l'équilibre n'existe pas, il ne peut pas arrêter. Et bien ce moment existe à chaque fois avant de salto. Sinon, il ne peut pas réussir. Une demi-seconde qui semble 1 heure. Et puis le mec part.
il part, il saute en l'air, il arrive sur le fil. C'est quelque chose, pour moi, chaque fois que je le vois, c'est un truc impossible. C'est un aventurier qui est impossible. Le copain de Joël, quand Joël, après 4 ans d'études, fait son salto la première fois, j'étais à 1 mètre. Il a décalé de 3 cm, 2 cm. Il a tout arraché, tout le pied, tous les ligaments. C'était une violence inouïe. Donc, assister à quelqu'un qui part à cette aventure-là, c'est assister. Et quand il arrive, qu'est-ce que je fais? Je l'admire. Je l'admire tellement que j'oublie moi-même. Et ça veut dire quelque chose. Je l'admire tellement que j'oublie moi-même. Si, dans la mesure que j'oublie moi-même, le moi est plus petite. Si le moi est plus petit, j'ai moins peur. Si j'ai moins peur, parce que qui a peur? Moi. Si moi j'ai moins peur, donc j'ai plus de courage. J'ai plus de courage. Donc s'il y a plus de courage, il y a moins de tension. S'il y a plus de courage, il y a moins de dérapage. S'il y a plus de courage, ben, il y a moins de chômage dans la cité. Alors, voilà, l'exploit renvoie sur l'enfance. C'est très important, parce que si on renvoie sur l'enfance, on est tout de suite ailleurs. L'exploit renvoie sur l'enfance. C'est ce petit truc, c'est assez ridicule d'avoir 52 ans et montrer au monsieur, regarde ce que je sais faire. Regarde ce que je sais faire. Donc, lui, il est tout de suite là. Ça renvoie à l'enfance. C'est ce petit truc que ma grand-mère ne sait pas faire. Et ça tout de suite, ça, hein, c'est ces petits trucs que ma grand-mère ne sait pas faire. Donc, ça renvoie sur l'enfance. L'exploit doit renvoyer sur l'enfance. Si l'exploit ne renvoie pas sur l'enfance, on est plus fort que l'autre, tout de suite. Bon, l'exploit et l'enfance, c'est cet endroit. C'est très touchant quand Thaddeus Cantor parle de l'enfance. Il dit l'enfance, c'est la condition de toute la création humaine. Sans création, sans accès à cette enfance, c'est un petit peu pour moi, c'est l'endroit où tout est là. C'est là où tout est là, c'est un petit peu comme un Big Bang, où tout est encore ensemble au même endroit. Hein? Ma fille est à ton âge, tu sais ce qu'elle dit sa maîtresse? Faut qu'elle arrête à rêver. Faut qu'elle arrête à rêver. Faut qu'elle arrête à rêver. Donc, Thaddeus Cantor, il dit, l'enfance, c'est la condition de la création. Sans création, il n'y a pas d'invention. Sans invention, il n'y a pas de progrès. Sans création, sans enfance, il n'y a pas de progrès. Et il dit, tout est dans avoir accès à cette enfance. Il dit, l'enfance, c'est tout. C'est la condition de la création. Et après, on tue l'enfance, on fait que ça, il dit, on tue l'enfance, et on appelle ça éducation. Et puis, on n'a plus accès à cette source qui est à la base de tout, et qui, voilà, donc, qui est la source de tout le courage. Et moi je suis là, et j'ai plus accès à cette chose-là. On m'a appris 2 et 2 et 4, 2 et 2 et 4, 2 et 2 et 4. Et quand je fais des trucs... Donc, travailler autour de l'exploit, c'est essayer d'accéder à cette chose inaccessible pour qu'il y ait cette source de courage. Pareil, plus de courage, plus d'enfance, plus de courage, moins de primes, plus de courage, moins de chômage. Et il y a, voilà, c'est le rire. Voilà. Juste une petite parenthèse, parce qu'on va y revenir tout à l'heure. Je sentis que vous étiez revoltés par le fait que j'évoque les chambres à gaz au bout de 3 minutes. Ah non, j'ai posé une question, je n'avais pas compris ce que vous dites. D'accord. Mais allez-y, hein, continuez. D'accord. Parce que c'est le traumatisme, c'est mon traumatisme et le traumatisme de tout le monde. Et après les élections municipales, il faut... Enfin, voilà, je vais y revenir. J'ai dit, par exemple, l'exploit, s'il n'est pas lié à l'innocence de l'enfant, s'il n'est pas lié à l'admiration de l'autre, elle est liée à l'autoritaire. Ça veut dire celui qui est plus fort que moi. Et dès qu'il est plus fort, cette idée de l'exclusion, il faut l'exclure. Quand j'exclus, ça finit toujours pas. Donc, de rire, parler de l'enfant, c'est le moment où je lis l'exploit avec le rire. Quel est ce rire dans le cirque qui est si nécessaire? Quel est le rire dans le cirque? On a vu tout à l'heure, c'est le rire d'enfance. Le rire d'enfance, c'est quoi comme rire? C'est un rire
qui est incapable de se moquer de l'autre. Le rire d'enfant, c'est un rire qui est incapable de se moquer de l'autre. C'est un rire sans arrière-pensée. C'est un rire sans psychologie. C'est un rire pour le pure joie d'être sur la vie. Donc, c'est un rire innocent. Et c'est un rire qui peut changer le monde, qui peut changer le cours des choses. On est toujours ici, oh, je peux rien faire, regarde. Voilà, et donc, parlons un petit peu de ce rire de clown. Il y a un grand pédagogue de théâtre qui s'appelle Jacques Lecoq, grand contemporain de D'Arriofo, de Beckett, Jacques Lecoq, et qui dit, ce rire dans le cirque, c'est l'essence de ce rire. L'essence du clown se trouve dans la faiblesse fondamentale de l'être humain. Dans la faiblesse fondamentale de l'être humain. De toutes ces particularités qui font de chacun de nous un raté. Et pour avoir accès à ce rire du cirque, pour avoir accès à ce rire, il faut chercher ses faiblesses, il faut les accepter, il faut les afficher, et il faut être capable à s'en moquer publiquement. Donc, 4 stades pour que le rire du cirque advienne. Il ne suffit pas de dire « Ah, je suis allemand, je cherche mes difficultés, je suis allemand, j'ai 52 ans ». Il ne suffit pas non plus de chercher ses difficultés, chercher ses faiblesses et les accepter. Bon, d'accord, je suis allemand, j'ai mal partout. Il ne suffit pas non plus de chercher ses faiblesses et les accepter et les afficher. Je suis allemand, j'ai mal partout, je suis acrobate, j'ai peur pour demain. Il faut être capable de s'en moquer publiquement. Et c'est la condition qui est nécessaire. Et je trouve ça toujours très beau, cette distance magique. Quand, à la deuxième année, je ne sais pas quelle année, la deuxième année de Chalon, j'ai fait une fracture de colonne vertébrale. Donc j'étais opéré en Allemagne et j'avais des hémolies, donc j'étais mort. Au bout de 5 mois à l'hôpital, je suis revenu à Chalon et je me suis travaillé avec mon grand maître Pierre Bilan sur le clown. Je me dis, ça va être formidable après tout ce que j'ai vécu. C'était une catastrophe. C'était une catastrophe. Parce que j'étais dans une dépression, je n'avais pas cette distance, je n'avais pas la distance. Il faut avoir cette distance sur soi-même. Ce qui est très difficile et ce qui est impossible. Et comment il faut accéder, comment la faire? Il faut cette distance qui est voilà. Toujours. En fin de compte, pour arriver à un moment donné, arrêter de se subir pour se dépasser. Ça veut dire nos mots ou problèmes, soit on les affiche, on ne peut pas les afficher parce qu'on n'est pas dans le spectacle, on les met ailleurs, passer à autre chose. Voilà, tout à l'heure, cet après-midi encore, j'ai trouvé un truc très marrant. On va en parler, j'aimerais bien en parler, enfin bref, mais voilà, cette distance sur soi-même, souvent on n'a pas, et je rappelle ici, le cirque, il travaille avec le corps. Si j'arrive le matin, je suis déprimé, on ne me demande pas d'être joyeux, on me demande de faire un équilibre. Je n'arrive pas, je suis toujours déprimé. On me demande de faire un deuxième équilibre. Et je fais mon équilibre. Et peut-être, par ce corps, arrive par cet accès, le corps, parce que les choses essentielles, c'est vécu avec le corps. On va faire tout à l'heure l'expérience de l'exploit, avec vous tous. Donc, accéder. Et vous allez faire c'est une expérience qui crée peut-être, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain, alors, s'occuper, voilà, de chaque corps qui dit toutes ces particularités qui font, sur un certain plan de chacun de nous, un raté. Donc, s'occuper du raté, c'est s'occuper de l'homme. C'est pas s'occuper des dieux. Les dieux n'ont pas toutes ces particularités qui font d'eux des ratés. Donc, dans une société qui cache l'erreur, regarde la fiche de publicité, c'est pas une fille, enlever toutes les rides, enlever les dieux. Donc, cacher l'erreur, c'est cacher l'homme. Et voilà. Donc, comment supporter, comment arriver je viens de vous montrer comment arriver à cette distance. Eh bien, par le rire, et par le corps. Voilà, que j'affiche que je suis un homme et pas un dieu. Et du coup, le public se reconnaît, se reconnaît. Voilà. Et rigole. Et ça crée une sorte de rire qu'on peut appeler rire solidaire.
Voilà. Il y a d'autres. Donc, de quoi on rit dans le cirque? De quoi on rit dans le cirque? Il y a un grand pédagogue qui s'appelle Philippe Collier, qui raconte toujours une histoire, qui montre parfaitement de quoi on rit dans le cirque. Et c'est l'histoire très jolie, c'est l'histoire de deux jeunes types qui rêvent de faire un numéro de clown. Qui rêvent de faire un numéro. Alors, à un moment, on leur dit, à Paris, à Belleville, il y a un mec qui s'appelle Monsieur Marcel, il sait comment faire un numéro de clown. Monsieur Marcel. Ils prennent le train de province, la première fois à Paris. Ils cherchent pendant une semaine, ils trouvent Belleville, ils trouvent le bar où est assis un monsieur avec un chapeau, et que c'est Monsieur Marcel. Et ils s'approchent de lui, et il dit « Oui, qu'est-ce que vous voulez ?»« On veut faire un numéro de clown. »« Oh, c'est pas du gâteau, ça !» De faire « Ah, merci, Monsieur Marcel, on ne savait pas. On ne savait pas. Oui, il faut une tarte à la crème. Ah !» Incroyable, merci Monsieur Marcel, on ne savait pas, une tarte à la crème, merci, ils sont prêts à... Non, non, c'est pas fini. Ah bon, il faut être deux. Ah, on est deux. Donc, il faut là, et il faut aller dans la piste. Mais oui, on a oublié, merci Monsieur Marcel, on va aller... Non, c'est pas fini. Il faut que dans la piste, tu donnes un coup de pied au cul à ton partenaire. Oh là, c'est bon ça. Merci Monsieur Marcel, on ne savait pas, coup de pied au cul de mon partenaire. Merci, mais c'est pas fini. Sur quoi ton partenaire va se tourner, bien évidemment. Mais oui, c'est parfait, il va se tourner. Et c'est là, et ce mot-là, tu vas donner la tarte à la crème dans la gueule. Oh, merci beaucoup, Monsieur Marcel. Et les deux garçons, ils sont heureux. Ils vont courir dans le cirque. Il y a encore les éléphants. Allez, faites-les sortir, on est prêts. Et ils sont prêts. Ouvrez le rideau. Ils rentrent dans la piste. Ils font exactement comme a dit Monsieur Marcel. Coup de pied au cul. En plus, le partenaire se tourne ce jour-là.